Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 29 décembre 2024, le dernier Web Journal de l'année. Donnez-moi des pouces en l'air sur le son et l'image avant que je ne fasse comme je ne fais des fois, c'est-à-dire continuer à parler dans le vide alors que mon son est mauvais. Tout est beau de mon côté. Donc, on parle aujourd'hui, comme le titre l'indique, du retour à la démocratie et on va voir on va aller un petit peu plus loin dans ce que j'analysais il y a 2, 3 web journaux, c'est-à-dire sur la fermeture d'une boucle d'à peu près presque un siècle de perte de droits, de dépossession des peuples, de prise de contrôle gouvernemental, d'augmentation des taxes, d'étranglement. J'avais expliqué ça, je pense, dans le web journal qui s'appelle le point oméga. Le point oméga, où est-ce qu'on voit la finalité finalement de l'État, hein, qui prend en charge la population du berceau jusqu'au cercueil, en taxant toujours davantage, en contrôlant, en multipliant les réglementations, les lois, etc., en codifiant tous les aspects de la vie, de sorte qu'on n'est pas capable de se retourner sans briser une loi, avec l'autocensure qui embarque là-dessus. Et c'est ça, finalement, le vol, le rapt de tous les efforts de notre travail par le gouvernement qui redistribue l'argent à peu près à sa convenance. Et on va voir, finalement, dans ce web journal-ci, ça m'a frappé cette semaine que je pense que c'est une théorie bien connue, c'est-à-dire que plus on augmente les taxes, plus on augmente plus, en fait, les taxes servent à augmenter la réglementation parce que pour avoir une augmentation de la réglementation, il faut avoir un appareil gouvernemental très large pour faire appliquer la réglementation. Et donc, pour faire appliquer toutes les réglementations, on a besoin d'un gigantesque gouvernement. Pour avoir un gigantesque gouvernement, il faut augmenter les taxes. Et la tendance, c'est qu'on s'en va vers le principe fondateur, par exemple, des États-Unis, limited government, très peu de taxes avec un gouvernement limité, vers le point oméga, c'est le contraire. C'est un gouvernement totalitaire qui capte pratiquement l'ensemble de vos richesses. C'est à partir du moment où est-ce qu'on tape, là, le gouvernement, on est rendu pas loin de là en France. Là. Au Québec aussi, c'est pas mal avec Trudeau. Au Canada, c'est pas mal avec Trudeau. Mais à partir du moment, là, sur la tangente, là, à partir du moment où est-ce que l'État capte 100% ou 90 ou 95 ou 100% de vos revenus, mais vous donne tous les services, bien ça, c'est du communisme. C'est-à-dire que le gouvernement vous dit comment consommer, prend tout votre argent. C'est comme quand tu es un communiste, tu es un médecin ou tu es un balayeur, ça ne change rien. Le gouvernement prend tout ton argent, puis après ça, te donne des services. Fait que la tendance à augmenter les taxes constamment, c'est une tendance mondialiste qui nous amène vers le communisme, vers la prise de contrôle toujours plus grande de l'État sur des aspects de nos vies. On a vu une partie de ça durant la COVID, où est-ce que l'État tout-puissant surveillait chacun, et là, c'est décuplé avec la technologie, le traçage de contacts et tous les cellulaires. Mais suivez-moi là-dessus, c'est-à-dire que un gouvernement extrêmement limité avec 0% de taxation, c'est un gouvernement où il y a beaucoup de liberté. Et à l'inverse, si on applique en fait le programme de Marx, hein, c'est-à-dire un impôt progressif, etc., si on applique ça jusqu'au bout, à la logique finale, où est-ce qu'on est rendu à 100% de taxation et tout, comme ça l'est un petit peu partout dans les pays occidentaux maintenant, on est rendu avec des niveaux absolument incroyables de taxation, mais c'est-à-dire l'État, c'est ça, c'est l'État jacobin gigantesque, le Léviathan, qui ne fait plus que assurer la sécurité des gens. Là, hein. C'était ça avec Hobbes. En sciences politiques, là, Hobbes, c'est l'État est là pour assurer la sécurité entre les gens. Les personnes cèdent une partie de leur sécurité à l'État, une partie de leur liberté à l'État en échange de sécurité. Mais là, on n'est plus du tout là. Le Léviathan est devenu cancéreux, a métastasé et gère tous les aspects de notre vie. Tu ne peux pas te retourner et cracher à terre sans avoir cassé une loi de l'État, sans être passible d'une sanction. Et on capte, par exemple, 50% de nos revenus, 52% de nos revenus, Québec-Canada, les deux paliers en France, ça doit être un petit peu plus, je pense, c'est 60%, peut-être même plus. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'exilent en France, là, au Luxembourg, en Russie, ailleurs, ils vont ailleurs parce que il y a trop de taxation. Donc,
sur nos revenus, on nous taxe 60 50, 60 et après ça, quand on achète des biens de consommation, je veux juste faire la petite parenthèse, puis après ça, on va continuer avec ce qui se passe, là. Mais après ça, sur le 40 qui nous reste, après ça, on achète, par exemple, des voitures, des vêtements, etc. On est encore taxé. Ici, au Canada, c'est 15 c'est un autre 15 qui part. Et puis après ça, tu as besoin d'avoir des permis pour permis de conduire, permis de ci, peut-être les assurances, etc. Et où... par exemple, tu t'achètes une propriété, tu as une autre taxe. Tu vends ta propriété, tu as une autre taxe. Et si on calcule la quantité de taxes qui s'additionnent comme ça, une après l'autre, tu donnes de l'argent en héritage à ton fils, c'est taxé. Toute la quantité de taxes qui s'ajoute, il reste quoi finalement quelle partie de nos revenus existe réellement qui nous appartient en soi, là, vous comprenez? Et donc, on a cette tendance-là à se diriger vers les taxes, c'est pas seulement de la redistribution de l'eau, parce que ça s'en va tout à l'immigration illégale, qui sont logés, nourris à nos frais avec services et tout, au lobby LGBT, au fonds vert de débiles, et, etc. Et à des programmes gouvernementaux, comme la CAQ ici, qui donne des milliards de dollars sans appel d'offres aux amis du pouvoir. Le toit du stade olympique, 1 milliard, un autre pont, 3 milliards. C'est comme... c'est ça qui se passe quand on nous vole notre argent, puis il n'y a pas d'imputabilité, puis les médias ne font pas leur travail de chien de garde. Bien, c'est ça. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a cette tendance-là je saute encore une fois, j'ai comme devancé de loin tous mes trucs, mais il y a différentes façons d'atteindre le communisme par la force extérieure, de l'intérieur, et puis de façon transnationale, c'est-à-dire avec les taxes et les banques, et on va arriver à ça. Et là, il y a une tendance... international, je ne sais pas si j'ai trop... Je suis parti là, dans... Il y a une tendance internationale à aller exactement dans le sens inverse, à critiquer les abus gouvernementaux en matière de taxation, notamment en réduisant le fardeau fiscal en redonnant de la liberté fiscale aux individus, parce que c'est ça, finalement, avec le DOGE, le Department of Government Efficiency, où est-ce qu'on coupe des segments entiers du gouvernement pas nécessaires, etc., etc. Une espèce de classe managérielle, dictatoriale, comme qui viennent, qui dépensent des milliers de dollars, des ressources et du temps pour venir chez vous, euthanasier un écureuil que tu as sauvé, rappelez-vous de Peanuts, etc. Il y a de ça dans tout, hein, de la micro-gestion des aspects de notre vie, etc. Et ça, c'est une des façons d'arriver au communisme. Okay? Et ça, ici, présentement, c'est justement ce qui est mis en cause et ce qui est attaqué. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et ce n'est pas juste une tendance aux États-Unis, c'est une tendance en Italie, ils baissent les taxes, Milei, en Argentine, ils baissent les taxes, etc., etc. Okay? Donc, c'est ça. Et donc, 2025, l'année du retour à la démocratie. Rappelez-vous, premièrement, j'aimerais vous montrer, vous rappeler, vous rafraîchir la mémoire sur ce que Trump a dit lors de son inauguration en 2017. Il dit c'est l'année où c'est pas juste un transfert d'un parti à un autre, d'un gouvernement à un autre, etc. C'est un transfert de pouvoir du gouvernement américain au peuple. Et bien que ça a été difficile de le faire dans le premier mandat, parce qu'il avait 100% des médias contre lui, les agences de renseignement qui tentaient de le destituer, qui disaient que c'est un agent russe, qui ont tenté par tous les moyens. On a passé 5 ans à expliquer de quelle façon ils ont tenté de le déstabiliser, de le destituer avec des tweets mensongers, le faire passer pour un raciste, un ci, un ça, avec même une fausse insurrection au Capitole. C'est ceux qui disent, par exemple, menace à la démocratie. Quelle menace à la démocratie, tu dis? Ils disent, le 6 janvier, tu ne te rappelles pas de ça, Alexis? Oui, est-ce que vous avez écouté ce que Trump a dit le 6 janvier? Il a dit, rentrez à la maison, on va manifester de façon pacifique devant le Capitole, et après ça, il a dit, rentrez à la maison. Ces tweets ont été effacés par Twitter à l'époque, par Jack Dorsey. Et pas juste ça, c'est Nancy Pelosi qui est en charge de la police du Capitole. La police du Capitole a ouvert les clôtures pour que les gens rentrent à l'intérieur. Et même si les gens, on montrait les vidéos où est-ce que les gens manifestaient pacifiquement, il y avait des casseurs comme dans toutes les manifestations. Comme dans toutes les manifestations, toujours un petit groupe, le Black Bloc, qui vient faire dérailler la manifestation. Il y a eu ça aussi au Capitole. En tout cas, ça va sortir. Parce que Trump est quelqu'un qui aime, comment je pourrais dire,
get even, hein, qui aime rendre les coups qu'on lui donne. Et donc, j'ai perdu l'idée. Non, je ne suis pas en feu et confiant aujourd'hui. Je suis parti trop vite sur l'histoire de communisme. Et donc, je vais vous montrer, c'est ça, ce que Trump disait sur les gens qui l'ont... Lui, il a eu une longue expérience en affaires. Il a été à New York. À New York, c'est en affaires, dans les affaires. Imaginez être dans les affaires à New York. C'est une ville de requins. Tu te fais planter des coups de couteau dans le dos. Tu te fais trahir par des personnes. Et là, il dit justement... des personnes auxquelles je ne m'attendais pas m'ont appuyé dans les moments difficiles et les personnes qui auraient dû m'appuyer m'ont trahi. Et puis là, il dit, j'aime ça rendre les coups. I like getting even. J'aime ça, c'est pas se venger. Getting even, c'est pas se venger. Getting even, c'est rendre la monnaie de sa pièce. Aux gens. Je vous montre le clip de Trump qui dit ça. Et après ça, vous allez voir, alors qu'il arrive dans son deuxième mandat, en janvier, etc., là, tout ce qui s'est passé durant son premier mandat, ça va être l'heure de rétribution. Tous les coups qu'ils lui ont portés, ça va être le temps de getting even. Et je vais soumettre justement à votre analyse cette idée-là que ce qui se passe présentement avec le Canada de Trudeau, c'est un retour, c'est le retour du change. Il lui donne sa monnaie de sa pièce pour les raisons qu'on va voir un petit peu plus tard dans le Web Journal. Donc, Trump à Charlie Rose, je ne sais pas, c'était au début des années 2000, I like getting even. You know, some of the people that were most loyal to me are people that I didn't think would be. Some of the people that were least loyal to me are people that I think I would have treated them differently. I think I would have treated different groups differently. I would have wiped the floor with the guys that weren't loyal, which I will now do, which is great. You know, I love getting even. Alors, ceux qui m'ont trahi, je vais comme passer la lessiveuse complètement sur ceux qui m'ont trahi. I'm going to wipe the floor. Puis, I like getting even. Il dit, j'aime ça rendre son change aux gens. I will now do, which is great. You know, I love getting even with people, but I will. Slow up. You love getting even. Oh, absolutely. You don't believe in the eye for the eye. You do. No. I know you well enough. I think you do. But anyway, but tell me. I mean, you're going to get even with some people. Yeah, I know. If given the opportunity, I will get even with some people that were disloyal to me. I mean, I had a group of people that were disloyal. Je vais me venger ou je vais rendre la monnaie de sa pièce à ceux qui ont été déloyaux avec moi. Et ce qui se passe, notamment, là, je fais le saut avec toutes ces rumeurs de Canada 51e État américain, mais en fait, c'est Trump qui remet à Trudeau la monnaie de sa pièce pour ce qui s'est passé durant la pandémie. Hein? Et donc, il y a beaucoup de personnes qui disent plusieurs choses sur Canada 51e État. On va en parler un petit peu tout à l'heure, mais c'est pas un truc dans le genre les États-Unis vont acquérir le Canada ou Trump troll sur ce sujet-là. Encore une fois, ça, c'est du langage diplomatique, c'est du trolling. La réalité de ce qui se passe réellement, diplomatiquement, se passe en coulisses. C'est comme la plupart des choses, hein, je l'explique, il faut faire attention aux déclarations publiques. C'est plutôt ce qui se passe en coulisses qui est réel. Et le Canada a participé à une opération internationale visant à détruire les États-Unis d'Amérique avec la COVID-19, notamment avec ce qui s'est passé au laboratoire de Wuhan. Et le transfert de technologies biomédicales, biomilitaires au Parti communiste chinois à partir du laboratoire de Winnipeg. Et ça, je pense qu'il y a un lien avec ça. Donc, restez avec nous jusqu'à ce moment-là. Mais c'est ça. Donc, il faut comprendre, c'est ça, que ce qui arrive à terme aujourd'hui, ce qui arrive à terme avec le retour de Trump, hein, comme j'ai dit, son premier mandat a été comme compliqué. On a tenté de le déstabiliser, etc. Mais là, maintenant, il y a les noms des personnes qui l'ont trahi. Il y a les informations, et là, ça va être le moment du payback, hein, de rendre le change à ceux qui l'ont trahi. Et, mais c'est pas juste ça, c'est que ça s'inscrit dans une dynamique très, 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 très longue qui, depuis un siècle, comme je dis, depuis un siècle, tente à diminuer le pouvoir des peuples, à déposséder les gens de la démocratie, de leur pouvoir démocratique. On transfère toujours des décisions aux instances internationales. J'ai un clip de moi, en fait, mon premier clip où est-ce que je dénonçais ça. Est-ce que je l'ai ici? Je pense que je vais le faire jouer peut-être en fin de Web Journal. Si je peux le retrouver, je vais le faire jouer en fin de Web Journal. J'étais en T-shirt rouge. Et tu vois, je suis un petit peu distrait, là. Laissez-moi juste voir si je l'ai à quelque part rapidement sur le bureau. Non, j'ai dû le classer, le ranger à quelque part. Il doit être à quelque part. OK.
Donc, il y a cette tendance je le dénonçais en 2017, à faire en sorte que les citoyens soient dépossédés de leur démocratie. Il y a des traités internationaux. Sinon, on ne peut pas faire du coup. Il faut respecter nos engagements internationaux, notamment pour les migrants et pour toutes sortes de questions. Le peuple est dépossédé. On est dépossédé aussi avec les taxes, avec les règlements, etc. Finalement, l'individu ne compte plus. On n'est plus en démocratie essentiellement. Et ce serait le fun que les fact-checkers, finalement, comme prennent la mesure de nos critiques, parce qu'on a des réelles critiques à faire sur la démocratie. On n'est pas juste dans les reptiliens, dans la terre plate, là, s'ils veulent démoniser ça. On ne touche pas à ces sujets-là, mais ils refusent de regarder la critique réelle à la démocratie, donc la dépossession, notamment la dépossession du citoyen. Et Trump va régler ça. Tout ça, ça s'inscrit, donc il y a une dépossession du citoyen avec les traités internationaux qu'on nous impose sans nous consulter, par exemple le pacte de Marrakech sur la libre circulation des migrants, sans que les peuples aient leur mot à dire. Prenons juste celui-là, là, tu vois. Comme je dis, c'est ça, les taxes, la dette qui font en sorte, la dette qui fait en sorte que les agences de cotation, de crédit, etc., contrôlent les gouvernements à la gorge. Tous les pays occidentaux sont tellement endettés qu'ils ne peuvent pas se permettre une décote. Qui ferait en sorte, une décote par les agences de cotation, qui ferait en sorte que l'année suivante, ils devraient payer genre 50 100 plus d'intérêt sur la dette. C'est impossible. On est déjà sur la... Donc, les agences de crédit nous contrôlent. Et les agences de crédit qui nous contrôlent, les traités internationaux qui nous contrôlent. Et de l'intérieur, on est fossoyé par des vagues migratoires, du wokisme. En fait, le wokisme, c'est un élément de destruction à l'intérieur. Ça détruit la cohésion interne des nations. Et la raison pour laquelle, par exemple, un pays comme l'Islande, avec la révolution islandaise, là, a été capable de se lever d'un bloc et de prendre les politiciens, les banquiers, les sacrés dehors, comme on dit au Québec, eh bien, c'est parce qu'il y avait de la cohésion nationale. Mais là, il n'y a plus de cohésion nationale dans la plupart des pays. On est comme fragmentés, lézardés. On a été balkanisés. Littéralement, j'ai expliqué comment les puissances européennes avaient divisé l'Afrique. C'était arrangé pour qu'il n'y ait aucun État qui corresponde à un groupe ethnique homogène. C'est tout fragmenté en différents groupes, de sorte qu'aucun pays ne pourrait s'élever comme un bloc contre les puissances coloniales. Et donc, l'OTAN et les puissances transnationales d'argent qui nous contrôlent font exactement ça. Ils font exactement ce qu'ils ont appliqué en Afrique quand ils ont créé les pays africains. Ils lézardent les pays occidentaux, font en sorte qu'on n'ait plus de cohésion nationale, etc., etc. Un des éléments de ça, c'est du wokisme. Et tout ça s'inscrit dans une guerre. Le wokisme qui est surtout, moi, on dit wokisme, mais c'est surtout la destruction des identités. On fait lever les frontières entre citoyens, non-citoyens, parents, enfants, hommes, femmes, etc. Et dans la baphométisation, je vous montrais un peu qu'il y avait un lien avec... philosophiquement avec l'adoration de Baphomet, qui est justement la synthèse de tout, homme, animal, homme, femme, etc., etc. C'est l'idéologie trans. Et le wokisme, c'est ça surtout, c'est la destruction des identités en faisant sauter toutes les limites. Et à partir du moment où on a fait sauter les limites et les identités deviennent de plus en plus floues, eh bien, le peuple devient fluide. Il y a des auteurs qui ont pensé à ça. Lewin, Ledvin, je ne me rappelle plus c'est lequel, sur la fluidité, justement. Et alors qu'auparavant, on était dans des pays, les gens pouvaient dire je suis américain, je suis un homme blanc américain, puis comme 99, par exemple, là, ou une femme blanche américaine, ou une femme noire américaine. 99% des gens avaient des identités solides, bien ancrées. Et bien là, avec la propagande et le lavage de cerveau, surtout dans les écoles, ça devient de moins en moins solide. Les identités deviennent floues. Il y a des problèmes de santé mentale liés à ça. Et finalement, le corps social devient malléable. On peut en faire beaucoup plus qu'on veut à partir du moment où est-ce que tu es ce à quoi tu t'identifies, à la saveur du jour. Dire, le matin, je suis comme plus comme... je suis comme un homme le matin, surtout à 8h30. Mais en après-midi, par exemple, je suis plus femme, je suis comme... Et puis là, il y en a, j'ai vu des articles, c'était selon les saisons. Hein, l'hiver, je suis plus ci. Là, et donc, c'est ça. C'est de la folie mentale, c'est un désordre mental, mais deux, comme ceux qui se prennent pour des chiens, des chats, whatever.
mais c'est pour détruire la cohésion à l'intérieur des nations. Et Trump s'attaque à ça. Premièrement, il a dit que le transgenrisme, il allait mettre un terme à ça. Tous les éléments du wokisme vont être mis à mort en dedans de quelques mois à l'intérieur de l'administration Trump. Et ce que je voulais dire, ce que j'essaie de dire depuis le début, c'est que les mondialistes ont déployé pour arriver à ça, pour arriver à ce niveau de destruction des sociétés occidentales. C'est comme les machines dans la matrice, là. C'est un niveau scientifique de destruction des sociétés occidentales. Pour arriver à ce niveau de destruction et d'abrutissement de la population, sur les médicaments avachis, on n'a plus de pouvoir, on n'a plus d'espoir, on n'a aucune foi en l'avenir, etc. Pour arriver à ça, ils ont mis en branle une guerre de 5e génération. Nous, la population, on arrive à la guerre de 5e génération. Ça fait quelques années qu'on est conscient de ça, de ces principes-là, de comment la psychologie des foules est appliquée sur nous, la guerre cognitive est appliquée contre les populations. Mais eux, ça fait longtemps qu'ils placent leurs produits, notamment avec Hollywood, avec la destruction des valeurs, de toutes sortes de choses dans les écoles. Ça fait longtemps qu'il y a une guerre de génération qui est appliquée contre la population par un petit groupe. Et là, depuis quelques années, on s'est réveillé. C'est aussi, ça va être aussi 2025, ça va être aussi l'année du grand réveil. Quelqu'un a mentionné ça dans les commentaires, j'approuve totalement. Et où est-ce qu'on finalement on triomphe avec cette guerre de 5e génération? Et là, pensez-y. Encore une fois, je pensais à ça cette semaine. Je me disais, ouais, on a été, durant la COVID, le petit groupe, le petit 10% qui a résisté. Là. Il y a comme un autre 15-20% qui était ambivalent, puis qui a finalement embarqué, mais il y a un noyau de 10-15% qui a vraiment combattu fort. Et là, contre la plus grosse entreprise de propagande et de tentatives totalitaires de l'histoire moderne. Je ne veux pas faire de l'hyperbole historique, là, mais on est presque comme les 300 Spartiates. Là, on était un petit groupe, puis on a tenu fort contre une armée vastement supérieure, financée à coups de milliards de dollars, l'industrie pharmaceutique, les gouvernements, les médias, les avocats, les collèges des médecins, puis on a tenu bon. Et donc... encore une fois, chapeau la gang, comme je le disais à mon dernier web journal, fight, fight, fight. Et là, c'est ça, finalement, cette guerre, je pense qu'on a triomphé, je l'ai dit à plusieurs reprises, je pense qu'on a triomphé de cette guerre de 5e génération et les forces adverses sont sur le recul, sont en train de battre retraite. La folie transgenre, parce que c'est une folie, ça, qui a été inculquée. C'est une guerre de 5e génération. Rappelez-vous, en 2023, j'ai fait un web journal qui s'appelait « Une guerre cognitive ». Je ne me rappelle pas, c'est que j'aurais dû l'avoir ici, là. Que toute la tentative de destruction de la binarité homme-femme, c'était une entreprise de guerre cognitive sur les enfants. Quand on arrive devant des enfants, là, je montrais les clips d'enfants de 6, 7 ans, 7, 8 ans, et là, on leur foutait une gigantesque drag queen dans la face avec une mâchoire comme ça, habillée avec des trucs de femme, mais une barbe. C'est un choc, ça. C'est de la violence, c'est de la violence symbolique. C'est de la violence cognitive. On essaie de briser les repères de l'enfant. C'est un choc. Ça crée un choc. L'enfant est habitué à voir sa mère, à voir son père. Puis là, tu arrives avec un hostie de monstre dans ta face comme ça. Puis là, tu vois montrer les clips. Les enfants ne savaient pas quoi dire. Ils étaient comme... C'est de la guerre cognitive, ouais. Et là, c'est ça. Cette guerre cognitive-là qui a été menée contre nous arrive à terme maintenant avec le retour de Donald Trump. Il l'a dit, il l'a annoncé. Le transgenrisme, c'est tout le wokisme aussi, hein, on le sait. Toutes les compagnies se retirent du wokisme. Je l'ai expliqué dans plusieurs autres webjournaux. Puis là, il dit la folie transgenre s'arrête le jour 1 de mon administration. Et là, la grosse question que j'aimerais poser à ces youtubeurs maghrébins, c'est Iman Khelif va-t-elle compétitionner finalement aux Jeux olympiques de Los Angeles? Mais je ne serais pas aussi baveux que ça. Transgender on day one. With the stroke of my pen on day one, we're going to stop the transgender lunacy. And I will sign executive orders to end child sexual mutilation, get transgender out of the military and out of our elementary schools and middle schools and high school.
And we will keep men out of women's sports. Ils vont sortir les transgenres, les drag queens, etc., de l'armée, des écoles, du sport féminin, etc., etc., etc. Oui, donc, ça a fait encore une fois le tour du monde, cette nouvelle-là. Même chose avec l'immigration, ça va être massivement réduit. Mais, et c'est pour ça que je dis finalement que c'est un... Et là, on va voir, je vais vous montrer en premier le clip de Trump à son... Je l'ai montré, le clip, hein, à l'inauguration, oui. Non, je n'ai pas montré le clip de l'inauguration, c'est de l'inauguration. Je suis stressé, fait que je parle vite, je suis désolé. J'ai montré le clip de Getting Even, je n'ai pas montré le clip de l'inauguration. Où est-ce que Trump dit, et c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est ça, c'est la grande parenthèse, c'est ça. C'est-à-dire que j'expliquais pourquoi il n'avait pas fait ça dans son premier mandat, ce qu'il avait annoncé, mais ça a toujours été l'objectif de sa politique. De toute façon, c'est pas comme... c'est comme... un gros mandat, right? Si on comprend la continuité de gouvernement, etc., il fallait qu'il y ait une section où est-ce que les gens voient. Si Trump avait, par exemple, interdit les femmes, les transgenres dans le sport en 2017, il aurait été destitué par le Congrès parce que le Congrès était rempli de taupes de l'État profond. Il y avait les médias conclus, les agences de renseignement et tout. Ça n'aurait pas été possible. Et donc, il fallait, je l'ai expliqué plusieurs fois, un processus d'éducation de la population américaine. Là, maintenant... Oui, parce qu'il arrive avec un mandat fort du peuple, il a gagné le vote populaire, etc., par une marge beaucoup plus grande que ce qui a été officiellement annoncé. Lui, eux ont les chiffres exacts. Là, il peut mettre en branle l'application de ce qu'il disait lors de l'inauguration, c'est-à-dire nous allons retourner le pouvoir au peuple. C'est pas d'une administration à une autre, là, c'est pas un démocrate à un républicain, c'est le power to the people. We, the people. Today's ceremony, however, has very special meaning because today we are not merely transferring power from one administration to another or from one party to another, but we are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people. Il y a différentes façons de faire ça. Notamment, comme je le disais, en coupant les taxes et en restaurant la démocratie. Il va falloir aussi, évidemment, qu'ils règlent le problème des élections, les élections qui ne sont pas sécures. Mais je pense qu'avant de s'attaquer à tous les problèmes de l'élection non sécure et de la fraude électorale et tout ça, il va devoir faire certifier ses nominations, être lui-même assermenté, etc. C'est pour ça qu'il est tranquille sur certains sujets. Parce qu'il y a des processus. Vous voyez, le 17 décembre est passé passablement sous le radar, où est-ce que les grands électeurs se rencontrent dans leurs États respectifs et votent, finalement, confirment le vote dans leur État respectif. Après ça, ils envoient les votes au Congrès. Et le 6 janvier, c'est validé au Congrès. Et après ça, il y a comme toute la question, il y a l'inauguration, il y a la question de la validation des nominations. Il y a plusieurs processus en marche. Et c'est probablement pour ça que Trump se tient tranquille sur certains sujets pour ne pas trop faire de vagues avant tout le processus de confirmation, nomination, assermentation, etc. OK. Donc, il dit aussi, par exemple, qu'il va, et là c'est officiel, qu'il va sortir de l'Organisation mondiale de la santé dès le premier jour. Et là, imaginez le coût que ça porte à ça. Je pense que 40% du financement de l'OMS, ça vient des États-Unis. Il y a un autre comme 40 ou 50% qui vient de Gavi, Bill Gates, etc. Mais là, en se retirant de l'OMS perd à peu près presque la moitié de son financement et perd presque toute sa crédibilité. Il l'avait annoncé l'année dernière, en 2023, j'avais passé le clip, et là, c'est confirmé par sa transition. Et donc, ce qu'il disait en 2023, il a fait un certain nombre d'annonces en 2023, notamment sur le wokisme et l'éducation, etc., qu'il allait les foutre dehors. Eh bien là, il confirme, c'est-à-dire qu'il y a une continuité entre les promesses qu'il a faites en 2023 et ce qu'il annonce présentement. Il y a de la cohérence. C'était pas des... Maintenant, il est élu, il n'y a plus rien à gagner, là. Il confirme tout ce qu'il a annoncé. Trump, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Et donc, il disait ici, donc, Trump plans to exit on day one the second term. Trump plans World Health Organization exit on day one of second term, selon une source.
The World Health Organization has become nothing more than a corrupt globalist scam paid for by the United States but owned and controlled by China. When the China virus reached our shores 3 years ago, the World Health Organization disgracefully covered the tracks of the Chinese Communist Party every single step of the way. For this reason, it was my great honor. Et là, il accuse l'OMS d'avoir couvert la Chine, que le virus venait de Chine, etc., d'avoir gonflé les chiffres et tout, et tout, et tout. Et ouais, donc, encore une fois, ça va. Déjà, lors de son premier mandat, j'avais fait un web journal où est-ce que je montrais, je pense que c'était en réponse à Pierre Hilard, où est-ce que je montrais tous les traités que Trump avait déchirés, les traités mondialistes, toutes les organisations, l'UNESCO, etc., l'accord de Paris, l'Union trans-pacifique, etc., que Trump avait déchiré, desquels il était sorti. Et là, ça commence avec l'Organisation mondiale de la santé. Ils vont mettre la hache là-dedans. Ça va être des réformes structurelles énormes à l'international. Et là, quand je disais, ça c'est pour ça, mais je disais aussi, je parlais en début de Web Journal de cette prise de contrôle par l'establishment mondialiste des populations par la captation de la richesse, des populations et des gouvernements par la dette et par les populations par la captation de la richesse, par la captation de la production, de la force de production du travail, l'argent, le salaire. Et là, justement, quand Trump annonce, en plus de tout ça, le département d'efficacité gouvernementale, ils disent qu'ils vont mettre la hache dans plein de programmes. Ça va être genre comme, ils vont réduire la taille du gouvernement américain de 50 %. C'est pas des enfants de cœur, Elon Musk et Vivek Ramaswamy. Mais ça s'inscrit dans une tendance aussi mondiale, c'est-à-dire celle-là ici, l'Italie adopte un budget marqué par des baisses d'impôts. On nous disait que ça allait être la catastrophe économique sous Meloni, ça c'est évidemment pas le cas. Donc, même chose avec Javier Milei, qui annonce des baisses d'impôts allant jusqu'à 90 %. Et là, ce que ça veut dire, c'est que tout le monde n'est pas sur le même logiciel là, dans les pays comme au Canada. Poilievre, ici, va annoncer des baisses d'impôts similaires à ça. Et ça va être... C'est-à-dire que la fenêtre d'Overton sur les taxes a changé. Sur le gouvernement, sur les taxes a changé. Sauf la France ici. Hein, c'est quoi? C'est Éric Lombard qui annonce des hausses d'impôts très limitées. Et là, je sais, les Français nous disent, nous, en France, ça va mal, Alexis, ça va bien aux États-Unis, etc. Chaque chose en son temps. Là, Trump est en train de régler le problème du Canada avec Trudeau, là. Et après ça va faire boule de neige. Rappelez-vous, il a le dossier sexuel de Macron. Et quand Macron voulait envoyer des troupes en Ukraine, qu'est-ce qui s'est passé quand Macron était certain d'envoyer des troupes en Ukraine? Mais il s'est fait mettre en boîte. Il y a le dossier sexuel qui est sorti avec Candace Owens aux États-Unis. Et finalement, il s'est fait rappeler à l'ordre par Scholz, hein, l'Allemand Scholz. Finalement, il n'y a pas eu de troupes françaises en Ukraine. J'avais expliqué tout ça. Et donc, mais chaque chose en son temps, éventuellement, il va y avoir un changement mondial allant dans le sens d'une baisse de taxes. Je vous montre Milei qui dit qu'il va couper jusqu'à 90 % des taxes. 90 % des taxes. Et là, Mi equipo está terminando en estos días una reforma impositiva estructural que reducirá en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y le devolverá a las provincias la autonomía impositiva que nunca debieron haber perdido. Así, el año próximo veremos una verdadera competencia fiscal entre las provincias argentinas para ver quién atrae. 90 % des impôts vont être des taxes. Et je ne connais pas exactement les détails, mais l'annonce, c'est 90 % des taxes vont être diminuées. Parce que, comme je l'expliquais, j'en ai glissé mot, et là, ça va donner l'exemple. Vous voyez, c'est comme, par exemple, s'il y a comme plein de pays qui coupent les taxes et qui deviennent hyper compétitifs, les capitaux vont fuir vers ces pays-là, les investisseurs vont envoyer leur argent là, ça va devenir des places où investir, et les endroits où il y a encore beaucoup d'impôts, des gros gouvernements et de la rigidité seront plus compétitifs, et il va y avoir une pression interne énorme pour suivre la tendance à baisser les impôts.
C'est comme, rappelez-vous, durant la pandémie, quand la Floride et le Texas n'avaient pas de mesures restrictives sanitaires. Et là, nous, on était au Québec, au Canada, il fallait porter les masques, il y avait un couvre-feu, il n'y avait rien en Floride, il n'y avait rien en Suède non plus. Puis là, tout le monde disait, en Suède, ils ne sont pas morts. En Floride, c'est pas la catastrophe, il n'y a pas de... Et là, c'est-à-dire, on va comparer comme durant la pandémie. C'est-à-dire, pour qu'une mesure soit dans un système transnational, pour qu'une mesure soit comme légitime, il faut que tout le monde applique des hauts niveaux de taxation. Mais à partir du moment où est-ce que le gouvernement est coupé en morceaux, les niveaux de taxation s'effondrent, et là, ça va super bien économiquement à cet endroit-là. Tout le monde va là. Les gens déménagent, comme il y en a beaucoup qui ont déménagé aux États-Unis ou au Mexique, là, les gens déménagent, etc. Mais il va y avoir une pression interne énorme. Il va y avoir une pression interne énorme. Et donc, encore une fois, il faut voir la tendance, il faut voir, comme je l'avais expliqué avec Colin Powell, qui était décédé de la COVID malgré les 2 shots de vaccin. J'avais dit, c'est la faille dans le barrage. Et là c'est ça, des gigantesques réductions de taxation aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Il y a d'autres pays qui vont suivre. Le Canada va suivre avec Poilièvre et ça va créer un effet boule de neige. OK? Et ça, c'est intéressant parce que là, le haut niveau de taxation, c'était le moyen principal, rendu où est-ce qu'on est, là, au 21e siècle, c'était rendu le moyen principal d'atteindre le gouvernement mondial par les élites transnationales. Il y a eu 3 moments forts, hein? C'est-à-dire, il y a eu au début du 20e siècle cette tentative de répandre le communisme partout dans le monde à travers la force, la révolution. La Première Guerre mondiale, ça a été ça. Et là, je l'ai expliqué une fois, mais on le rappelle, les gens connaissent peut-être un peu l'histoire, c'est-à-dire que les communistes se sont rendus compte que les travailleurs du monde entier ne se sont pas identifiés aux autres travailleurs des autres pays comme dans une force de travailleurs transnationaux, là. Les travailleurs se sont identifiés à leur nation, à la bourgeoisie de leur nation, diraient les communistes. Et donc, se sont battus sous les drapeaux nationaux au lieu de se battre sous les drapeaux communistes des travailleurs internationaux. Ce sont les nations qui sont... Et donc, d'une certaine façon, c'était un constat d'échec de la révolution bolchevique. Et là, il y a eu différentes façons de voir la suite des choses. Il y a eu deux grandes tendances. La tendance staliniste, hein, qui voulait poursuivre l'exportation, la domination du communisme par les armes, notamment, ça s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale, mais il y avait aussi le trotskiste. Et le trotskisme, j'aurais dû avoir les images, c'était le fait de soudoyer les nations de l'intérieur, faire pourrir les nations de l'intérieur. Et quand vous regardez, par exemple, beaucoup du socialisme anglais, notamment tel que décrit dans le livre 1984 ou Le meilleur des mondes, etc., autant George Orwell que Aldous Huxley, les 2 auteurs de ces livres-là, évoluaient dans les milieux socialistes anglais. Et ce qui est décrit dans ces 2 livres-là, 1984 et Le meilleur des mondes, c'était le plan trotskiste d'infiltration des nations par l'intérieur pour changer les valeurs et éventuellement faire venir le communisme de l'intérieur plutôt que par une force armée extérieure, comme l'ont souhaité Lénine et Staline. C'est le plan, c'est le trotskisme. Je fais d'énormes raccourcis, c'est une synthèse. J'espère que j'aurai pas comme des historiens de Sciences Po qui vont me dire « Non, Alexis, tu te rappelles pas en 1933 ». Mais les grandes lignes, c'est ça. Révolution extérieure avec Staline, révolution intérieure avec Trotsky. Et il y en a un autre, un communiste italien, Gramsci, lui, qui a dit, en fait, si on y regarde de près, c'est pas exactement lui qui a dit ça. J'ai cherché la source de la citation. J'ai jamais trouvé qu'elle était tirée de Gramsci lui-même, mais elle est tirée de quelqu'un qui a fait la synthèse de Gramsci. Si vous voulez comme aller dans les détails puis me picosser, là, non, c'est pas Gramsci qui a dit ça. Mais tout le monde l'attribue à Gramsci, c'est-à-dire que
pour que la révolution, il dit essentiellement que pour que la révolution communiste triomphe, il doit y avoir une marche, ce qu'il appelle la longue marche à travers les institutions. On doit réformer l'école, on doit réformer la famille, on doit réformer la politique, même l'armée, etc. Quand vous voyez les transgenres dans l'armée, mais ça, c'est la grande marche à travers les institutions. Le wokisme, c'est ça. Hein, ça vient surtout de l'école de Francfort. C'est ces Juifs allemands qui ont fui Hitler et qui se sont retrouvés aux États-Unis puis qui ont commencé à appliquer un programme de critique culturelle radicale de laquelle la contre-culture des années 70 est issue, là, l'école de Francfort. Et c'est eux qui ont comme essentiellement critiqué la famille, critiqué tout. Ils disaient notamment, Wilhelm Reich disait genre, je l'ai montré des fois, c'est que la famille, c'était le berceau du fascisme. T'sais, la famille avec un homme, une femme, etc., c'est le berceau du fascisme et du racisme, etc. Et donc, il fallait détruire la famille, etc. Et donc, graduellement, les universités ont été les fondations, les grosses fondations, je fais une longue histoire, hein, les fondations Rockefeller, Fondation Carnegie, Fondation Ford, ces grosses fondations ont financé les universités pour leur ont donné des postes et ont financé la recherche dans ces domaines-là et ont fait en sorte graduellement que ce soit des estis de professeurs communistes qui montent en haut comme la crème. Là, là on se demande pourquoi tous nos universitaires sont des hosties de communistes. Bien, c'est à cause de ça. C'est à cause que ce sont tous des émules de l'école de Francfort et finalement que la longue marche à travers les institutions de Gramsci a fonctionné, de sorte que maintenant, on détruit la famille, t'arrives, ton petit pou va à l'école, puis là, il arrive à 8 ans, puis il dit qu'il est une fille, puis quand tu lui dis, écoute, là tout d'un coup, les services de protection de l'enfance viennent te le prendre parce que tu résistes à son... whatever, t'es un parent fasciste, puis tout, là, alors que, clairement, c'est le professeur qui lui a mis ça dans la tête. Et donc, c'est ça, l'éducation nationale qui a été kidnappée littéralement par la gauche mondialiste radicale, ben c'est ça. Donc, tu as une façon et là, on est à moitié conquis déjà avec ça. Là, tu as Trump et aux États-Unis, les patriotes qui résistent à ça, qui disent on va démanteler ça. Toutes l'école, les professeurs woke dans les écoles, je pense qu'il a dit les professeurs avec des cheveux roses dans les écoles, on va leur botter le cul. Dans l'administration aussi, à l'intérieur du gouvernement américain, ils vont mettre la hache là-dedans. Les programmes de diversité, inclusion, blablabla, c'est terminé. Et donc, ils mettent la hache dans tout le processus de cette grande marche à travers les institutions. OK? Qui a été mise en branle dans les années 30, dans les années 40, ça a commencé dans les années 30 conceptuellement, puis après ça, c'est arrivé aux États-Unis dans les années 40-50 avec l'école de Francfort, puis la prise de contrôle des universités. Il y a un livre intéressant que j'ai déjà mentionné en ondes, mais puisqu'on est ici, j'en ai lu en asti des livres là-dessus. Revolution from Above de Kerry Bolton. Je l'ai lu il y a comme 15 ans. Ça fait en 2010, 2012, quelque chose comme ça. Là, je ne sais pas, peut-être que si je le dis, des fois, tu revois un film, tu dis, ouais, c'était pas si bon que ça. Pourtant, il m'avait fait une bonne impression. C'est possible que ce soit ça, hein, que finalement, que vous le lisiez, puis tu dises, ouais, c'est pas comme tu dis, Alexis, etc. Ça fait, comme je dis, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Il doit être dans une boîte à quelque part, mais au moment où je l'avais lu, ça m'avait frappé comme un train. Là, il expliquait de quelle façon les universités cooptaient les gens woke, notamment des radicales, des féministes radicales pour critiquer la masculinité, la famille, etc., traditionnelle. Blablabla. Il y avait plus que ça. Là, c'était comme... en tout cas, puis c'était bien documenté. C'est ce dont je me rappelle, c'est que c'était bien documenté. Mais là, donc, prise de contrôle par la force extérieure avec une invasion avec des forces armées, ça n'a pas marché. Là, on recule d'un pas, on saute en avant un deuxième pas, prise de contrôle de l'intérieur avec le trotskisme et la marche à travers les institutions de Gramsci, école de Francfort. Est-ce que je suis encore en onde? Je parle comme... Hello? Est-ce que je suis encore en onde? Et puis l'autre moyen final, un moyen qui est beaucoup plus sournois, c'est la façon transnationale de le faire
par la dette et par la taxation. Et là, on revient à ce que j'ai expliqué au début du Web Journal, c'est-à-dire qu'à chaque année, il y a pratiquement aucun moment, peut-être sous Harper un peu, là, il n'y a pratiquement aucun moment où est-ce qu'on coupe des programmes gouvernementaux puis qu'on réduit le fardeau fiscal. La tendance, si tu regardes la tendance sur 50 ans, c'est toujours plus de programmes, toujours plus d'impôts, toujours plus de programmes de taxes et d'impôts. Oui, on se dirige vers un gouvernement omnipotent, obèse et omnipotent qui contrôle tout de votre vie. Du berceau jusqu'au cercueil, c'est ce que j'avais expliqué dans le point oméga. Et qui, finalement, à partir du moment où est-ce qu'on arrive à des niveaux de taxation, là, on est rendu comme ça ici, là, des niveaux de taxation où est-ce qu'on n'a plus de contrôle sur notre argent. Si on travaille comme des fous et il nous reste à la fin peut-être comme 20% pour dépenser un peu comme on veut, là. Et là, c'est avec restriction, tu sais, Où est-ce que tu as dépensé ton argent, là? Si on additionne toutes les taxes, il faudrait que quelqu'un fasse ça, un fiscaliste, c'est-à-dire qu'il nous prenne, par exemple, au Canada, 52% de taxes, plus 15% de TPS, TVQ, plus le 3% de ça, le 5% de ceci, puis combien il nous reste à la fin, là? À la fin, il nous reste pratiquement rien de ce qu'on a gagné. Et le gouvernement, il devient de toujours... Exactement comme en URSS, c'est-à-dire toujours plus gros, toujours plus contrôlant, avec toujours plus d'employés qui justifient leur travail de merde en venant chez nous, vous dire comment faire vos affaires, comment doit être vérifié, tac, 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 cogné, avec des jumelles dans vos fenêtres, en train de regarder tous les aspects de votre vie. Et puis, comprenez ce que je veux dire. Plus la taxation augmente, plus on atteint le degré zéro de communisme. Le communisme parfait. À partir du moment où est-ce qu'on atteint 100% de taxation, le communisme, c'est 100% de taxation. En fait, tu n'as rien de ta force de travail, il ne te reste plus rien. Le gouvernement décide tout. Te dit c'est quoi ta job, te dit qu'est-ce que tu vas manger, ou, etc. Tu as X nombre de pain, tu as 1 livre de beurre par mois, etc. On est passé près de ça avec la COVID. Hein? Si on n'était pas sorti en dedans de quelques mois, on s'en allait vers ça. On s'en allait vers le rationnement. Pensez-y comme il faut, là. Il y avait des files d'attente. Rappelez-vous les files d'attente devant les supermarchés, etc. 2 personnes seulement par des sections fermées, le rationnement. On est passé très près, si ça n'avait été de l'opération Warp Speed qui a fait s'effondrer l'ensemble du processus de la grande réinitialisation de Klaus Schwab, qui est une façon contournée d'arriver au communisme. OK? Et là, c'est la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé durant la COVID? Les dettes ont explosé, des pays ont explosé. Qu'est-ce que ça veut dire, la dette explose? Ça veut juste dire que les banquiers internationaux, quelques familles, là, contrôlent les pays maintenant. Ben, tu nous dois, tu nous dois, on va ajouter des zéros sur ton compte, là, et puis après ça, tu vas nous devoir nous donner. Hydro-Québec, telle île, vos installations de ci, vous allez mettre en vente, comme ils ont fait en Grèce et tout ça, c'est... Donc, c'est la dette, c'est la fin de la souveraineté. Ça donne notre pays pieds et poings liés aux puissances financières internationales. Il n'y a aucune souveraineté, il n'y a aucune souveraineté politique qui peut exister pour un pays fortement endetté. Et voilà, et finalement, c'est ça. On a un retour, là, je m'égare un peu peut-être, là. Mais vous voyez la tendance. Donc, force extérieure, de l'intérieur et finalement... par un processus transnational d'endettement des pays et d'augmentation de la taxation qui fait en sorte que les gens, finalement, sont dépossédés de leur travail, des fruits de leur travail, et se font dire comment vivre par le gouvernement. Gouvernement qui est inféodé aux puissances internationales parce qu'un gouvernement endetté, là, comme nos gouvernements, on le force à aller signer des traités internationaux. Tu vas ouvrir tes frontières. Tu n'as pas le choix parce que tu es endetté. Qui possède le Canada? Ben, c'est les créanciers. Si tu ne fais pas ça, on te décote puis tu ne pourras plus payer ton intérêt sur la dette. Fait que tu vas signer ce traité-là, tu vas ouvrir tes frontières. OK, la population ne veut pas, par exemple. Tu vas ouvrir tes frontières. Puis là, tu vas donner des programmes gratuits à tous ceux qui viennent de n'importe quel pays. Puis après ça, oui, genre, tu sais, Klaus Schwab veut, genre, tu sais, les objectifs du développement durable, là, c'est comme... c'est comme l'égalité homme-femme, etc. Mais finalement, c'est pas l'égalité homme-femme, c'est fucking Barbada dans les écoles, les drag queens dans les écoles. Là, personne n'a demandé ça.
avec un anneau dans le nez. Les gouvernements ont un anneau dans le nez, on les tire avec des chaînes, puis tu vas signer ça, tu vas mettre telle mesure en place, tu vas comme, tu sais, etc., etc. Okay? Donc, il n'y a pas de souveraineté avec la dette, on devrait se rebeller complètement contre les taxes. C'est une arnaque incroyable. C'est comme ça qu'ils contrôlent les pays. Et ça a été, c'est pas juste mon analyse. Moi, maintenant, là, tout le monde le sait, ça. Il y a beaucoup d'analystes qui le savent. Et c'est exactement ce qui est décrit par Carroll Quigley. On va faire ça vite, là, on va accélérer. Carroll Quigley, le professeur de Princeton, Carroll Quigley, qui a écrit un livre monumental sur le mouvement révolutionnaire mondial et la façon dont le mouvement révolutionnaire mondial, essentiellement les grands banquiers, les grands financiers, les familles X, là, de quelle façon ils entendaient prendre le contrôle des nations. Comment tu prends le contrôle des nations en les asservissant par la dette. Comme un anneau pour les contrôler tous, comme dit dans Le Seigneur des Anneaux, Tolkien, là, un anneau pour les asservir tous. Et ça, c'est décrit dans son livre Tragedy and Hope. Tragedy and Hope, c'est un gigantesque brique. Hein. Il y a des synthèses de Tragedy and Hope qui existent sur Internet, comme excerpts, là, des extraits de Tragedy and Hope. Ouais, il explique, Carroll Quigley, c'est une des seules personnes à qui, par exemple, les Rockefeller, je pense qu'il parlait des Rockefeller. C'est une des seules personnes, parce qu'il lui faisait confiance, là, à qui ils ont laissé regarder les archives de cette organisation transnationale-là qui vise l'asservissement des nations. Alors, Carroll Quigley est allé regarder les archives, etc. Et lui a dit, dans des entrevues que vous pouvez retrouver, il dit, je suis d'accord avec les objectifs, on veut un monde, on lui a vendu un monde meilleur, là. Je suis d'accord avec les objectifs de faire tomber les frontières et tout, un monde meilleur, blablabla. C'est comme dans Star Trek, là, c'est comme tout le monde ensemble dans le vaisseau, l'entreprise, là, puis comme il n'y a pas de chicane. Il était d'accord avec ça. C'est ça qu'on nous vendait dans les années 70. Mais il dit, je ne suis pas d'accord avec la façon d'y arriver et la culture du secret autour de cette organisation-là. Et quand il a publié Tragedy and Hope, le livre a été retiré immédiatement du marché. Je pense que quelqu'un a acheté la totalité des copies du livre. La totalité des... Il y avait comme genre, je ne sais pas, comme 8 000, 9, 10, 100 000 exemplaires. Une personne a acheté la totalité des exemplaires et puis, genre, ça a été... finalement, il y a quelqu'un qui a trouvé les planches du livre puis ça a été republié par la suite. Mais il dit, tout ça pour faire une histoire courte, là, il dit dans ce livre-là, j'ai déjà expliqué tout ça, mais étant donné qu'il y a un roulement chez les auditeurs de Radio-Québec, il faut que ça ressorte. Il dit dans ce livre-là que l'objectif, c'est de prendre le contrôle des nations par la dette. Il l'explique très bien, notamment à travers la Banque des règlements internationaux à Bâle, en Suisse. Il y a donc toutes les banques centrales. Toutes les banques centrales, la Banque centrale européenne, la Réserve fédérale, etc., qui pompent l'argent de leurs pays respectifs, dont l'objectif de ces banques centrales-là, c'est d'endetter les gouvernements. C'est privé, hein, la Fed, c'est privé. C'est d'endetter les gouvernements et puis, par la suite, l'argent se retrouve à la Banque des règlements internationaux à Bâle. Et finalement, c'est ça renforce à chaque année le contrôle du cartel bancaire sur les gouvernements. C'est expliqué là-dedans. C'est expliqué aussi un peu par Anthony Sutton, ici, avec Wall Street and the Bolshevik Revolution. Il y a aussi un livre, Wall Street and Hitler. Anthony Sutton, c'est lui ici qui a écrit ces livres-là. Je tiens cette information-là, Anthony Sutton, de Pierre Hillard, il faudrait le dire. J'ai été dur avec lui, mais il n'y a pas que du mauvais dans ce que dit Pierre Hillard. Et lui, en ce qui concerne Carroll Quigley, il a été, c'est pas un inconnu, hein, il est bien connu aux États-Unis, et il a été cité par Bill Clinton lors de son discours inaugural en 1993 à la Convention démocrate. Bill Clinton dit Carroll Quigley a été... Bill Clinton, lui a été comme un président économique, il a beaucoup misé sur l'économie, il a fait plusieurs choses, entre autres... donc, je ne rentrerai pas dans l'administration Clinton, ici, ça va être une gigantesque parenthèse, mais il citait Carroll Quigley comme une de ses influences principales. Donc, ce que je veux dire, c'est que Carroll Quigley est bien connu. Et ce que Carroll Quigley décrit dans ce livre-là, c'est exactement ce que vous allez trouver dans
le discours de JFK, que j'ai fait jouer à plusieurs reprises jusqu'à temps qu'on soit écœuré puis qu'on me le reproche, sur l'infiltration, ce que j'explique ici, là, hein, donc par la force extérieure, plutôt par l'infiltration intérieure, etc. Ça a été retweeté par Mike Flynn, ça a été retweeté par RFK Junior encore tout récemment. By infiltration instead of invasion, a-t-il retweeté récemment, il y a à peu près un mois. J'avais montré dans un web journal son tweet. Et c'est exactement ce que JFK disait, c'est-à-dire que les États-Unis n'ont pas été défaits par une force extérieure, n'ont pas été défaits militairement, ils ont été défaits par l'infiltration trotskiste, gramscienne à l'intérieur des institutions. Et, par exemple, quand on parle de la chasse aux sorcières, de McCarthy, le McCarthyisme, la chasse aux sorcières, ils chassaient les communistes partout. Bien, c'est ça, c'est que les communistes sont rentrés à l'intérieur des États-Unis, ont commencé à occuper des fonctions diverses et puis et il y a eu des purges. C'est ce qu'il faut faire à intervalles réguliers. Il faut passer la gratte. Les communistes détruisent le système. On le voit avec les woke, etc. Puis là, il faut passer la gratte. La dernière fois que la gratte a été passée, il y a eu une gratte sous Reagan qui a été passée, puis là, c'est Trump. Mais c'est ça, donc. Et vous voyez ici, donc, quand je parle de l'objectif de soumettre les États au cartel bancaire international, ici, vous avez ici, Trump souhaite un retour au standard, à l'étalon or. Hein? Et Trump a fait plusieurs déclarations à l'effet qu'il souhaitait un retour à l'étalon or. À partir du moment où est-ce qu'il y a un retour à l'étalon or, c'est essentiellement la fin de la Réserve fédérale. Vous l'avez ici aussi, le post 2619 de Q, 2619. Do we have gold? Un anonyme lui demande, est-ce qu'on a de l'or? Et là, Q dit, oui, nous avons de l'or. L'or va détruire la Réserve fédérale. Parce que la Réserve fédérale, le dollar US est spéculatif, il est basé sur rien. Rappelez-vous aussi les déclarations de Trump sur Bitcoin, etc., qui est une monnaie qui n'est pas contrôlable par les banques centrales. Il y a plein de défauts peut-être au Bitcoin, vous pouvez dire. J'entends des gens qui disent « Ah, c'est électronique. Mon portefeuille pourrait, s'il y a une panne d'électricité, etc. » Il y a des façons de garder tes Bitcoins à l'extérieur du système sans électricité sur ce qu'on appelle des cold ledger, là, des clés USB spécialement faites pour ça. Tes Bitcoins sont là-dessus. Ta clé USB a une adresse Bitcoin, tu l'envoies là-dessus, puis c'est comme un porte-monnaie, c'est ta clé USB. Avec cette clé USB-là, tu peux littéralement traverser la frontière avec genre 1 milliard de dollars. Puis il y a aussi genre, on peut faire la même chose avec l'argent aussi. Hein. Du jour au lendemain, ils peuvent dire le dollar canadien n'a plus cours légal. Et là, tu es comme... ils peuvent... Il y a toujours une façon de... Mais en tout cas, tout ça pour dire que Trump multiplie les avenues autour de la Réserve fédérale. Et voilà, donc ça, c'était ce que j'avais à dire là-dessus. Maintenant, on va y aller, on va accélérer parce que je suis déjà à 1 heure. Je voulais juste dire ici, j'ai un gros sujet en plus de ça sur Trump et sur Fauci et RFK. RFK says Anthony Fauci is not in jail because Joe Biden is president. Donc RFK, ça c'était en 2023, disait que Fauci n'était pas en prison parce que Joe Biden était président. Et donc, à partir du moment où est-ce que Donald Trump est président, il n'y a plus aucune barrière à la mise en prison de Anthony Fauci, selon RFK. Non seulement ça, maintenant, RFK est lui-même à l'Agence de la santé. Il va pouvoir déclassifier tous les documents, avoir accès à tous les documents, etc., etc. Je vous ai montré le clip ici où est-ce qu'il disait finalement qu'il mettrait Fauci en prison. On lui demande, hein, c'est Jesse Waters qui lui demande est-ce que vous mettriez Fauci en prison? Puis là, RFK dit oui, j'accuserais Fauci. I would prosecute Fauci. Et là, il dit plus que ça. Il dit, ça va venir avec le reste de ce que j'ai à dire. Il dit parce que nous avons transféré de la technologie militaire au Parti communiste chinois. Anthony Fauci, et là, prenez la mesure de ça, là. Anthony Fauci a transmis de la technologie militaire au Parti communiste chinois. Tell me about Fauci. You wrote this big fat book. I could only... Well, I think one of the reasons we haven't investigated the Wuhan lab is because
the U.S. government, not just through NIH, but through the CIA and through USAID, was actually funding the studies in the Wuhan lab. And we did a very, very big technology transfer of bioweapons technology to the Wuhan lab. On a fait un gigantesque transfert de technologie militaire, biotechnologie militaire au laboratoire de Wuhan. C'est militaire. On comprend, c'est militaire. C'est une brèche à la sécurité nationale. Et c'est pour ça que Fauci va se retrouver au minimum en prison. Bioweapons technology that was developed at NIH expense. You've seen what J'avais montré des segments de ce clip-là il y a à peu près 2-3 mois où il disait que Fauci, lui, oui, il mettrait Fauci en prison. Mais là, l'autre segment, c'est à la fin de ce segment-là où est-ce qu'il dit c'est un transfert de technologie, de biotechnologie militaire à la Chine. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça? Ces technologies biomilitaires données par Fauci à la Chine ont été utilisées pour attaquer les États-Unis. Et là, vous voyez le lien avec trahison, là. Et quand je dis, Biden peut pardonner Fauci, le pardon présidentiel ne s'applique pas dans les cas d'attaque contre les États-Unis. 21 who levies war against the United States. Quelqu'un qui est coupable de haute trahison ou qui mène une guerre contre les États-Unis, le pardon présidentiel est nul et non avenu. OK? Donc, Fauci transfert de la technologie biologique militaire au laboratoire de Wuhan, c'est utilisé contre nous. Je pourrais faire encore une longue parenthèse de la relation Trump-Xi là-dedans. Les Chinois ont clairement averti les États-Unis de ce qui s'en venait. C'est pour ça que finalement, c'est juste une grippe qui est sortie et pas un virus avec 3,5 % de taux de mortalité et des personnes qui tombent dans la rue comme on pensait que ça allait être, comme les mondialistes pensaient que ça allait être. Mais ça, c'est une autre histoire. On reviendra là-dessus. J'ai fait 2 webjournaux là-dessus. Et là, Trump déclenche un programme de continuité de gouvernement parce que les États-Unis sont sous attaque. Notice on the continuation of national emergency respect to the foreign interference United States election. Ça, c'est une ingérence lors des élections américaines. Ça s'est fait en 2020. C'est pour permettre la fraude, le vote par correspondance, la fraude électorale, etc., etc. Executive Order on Governance and Integrated Federal Nation Resilience, etc. Et rappelez-vous, quand Trump dit « j'aime rendre la monnaie de la pièce aux gens qui m'ont trahi », dans aucun monde, Fauci ne s'en va pas en prison. Là. Si on connaît Donald Trump, on connaît ce qui se passe, on comprend qui est autour de Trump, etc. Les États-Unis ont été attaqués, on a tenté de destituer sa présidence, etc. Dans aucune timeline, là, aucune ligne du temps, il y a comme un Fauci libre à quelque part. Vous avez vu peut-être la série Loki avec le TSA, le TSA, je me rappelle plus c'est quoi. Ils agissent dans les lignes du temps. Là. C'est un truc avec du voyage temporel et des dimensions alternatives. Dans aucune dimension alternative, il y a un Fauci libre. OK? Mais pas juste ça. Là, ça, c'est. Là, j'ai d'autres choses à dire là-dessus, mais c'est parce qu'on est déjà à 1h04 et puis je vais essayer de ramener ça. Et là, ça nous amène à. J'ai donné des petites indications de ça en début de webjournal, à la rencontre Trudeau-Trump à Mar-a-Lago. Pourquoi Trudeau s'est dépêché d'aller à Mar-a-Lago? Pourquoi c'était important d'aller à Mar-a-Lago? C'était juste une affaire de tarif à 25 %. Pensez-y bien, là. Un tarif à 25 % en échange de sécuriser la frontière, là. Okay, tu dis, OK, on va faire ça. On a entendu le message, on va sécuriser la frontière. Voici notre plan. Après une semaine, là, tu mets un comité là-dessus. Après une semaine, tu dis plan de sécurisation de la frontière. On va mettre 1,2 milliard, etc. Puis, mais non, il s'en va là-bas. On va sécuriser la frontière à la satisfaction des Américains. Tu avais juste besoin d'une déclaration comme ça pour régler tout le problème. Normalement, ça se règle en 24 heures. M. Trump estime que la frontière n'est pas sécure et puis c'est vrai qu'on pourrait faire des efforts supplémentaires. Nous avons chargé un comité de 3 semaines plus tard. Le comité a rendu public les recommandations et c'est terminé. Mais là, c'est pas ça. C'est Trudeau qui se rend là et Trump, ça n'a rien changé.
Trump qui continue à se moquer du Canada comme le 51e État. Tout le monde, les journalistes sont tous préoccupés avec ça. Et c'est tellement catastrophique. Imaginez que j'ai jamais vu, moi, le gouvernement en panique comme ça. J'ai jamais vu comme le gouvernement canadien rusher comme ça, envoyer 2 autres ministres les plus... étant donné que Chrystia Freeland n'est plus là, elle a démissionné, il envoie la numéro 2, Mélanie Joly, sa concubine, selon plusieurs, et son chef de cabinet, Nick Leblanc, rencontrer Trump. Les deux personnes en qui il a le plus confiance, les 2 plus hauts dignitaires du régime, parce que c'est un régime Trudeau, c'est pas un gouvernement Trudeau, c'est un régime. Tu sais, c'est comme Kim Jong-un, on dit régime, ou le régime de Bachar el-Assad. Trudeau, c'est un régime, là, tu sais, qui a compromis la sécurité nationale du Canada à de nombreuses reprises en donnant de l'information à la Chine, en recevant de l'argent de Chinois, en laissant des espions chinois opérer à l'intérieur du Canada, etc., en menaçant donc, en s'acoquinant avec la Chine comme ça, en trahissant son allié, les États-Unis et tout, bon. Mais pourquoi autant de comment je pourrais dire, branle-bas de combat et de panique, etc. Bien, moi, je suis pas mal certain que c'est à cause de ce que Trudeau a fait durant la pandémie. Hein? C'est-à-dire ce qu'on a expliqué dans ces webjournaux-ci, complice de crimes contre l'humanité, transfert de virus, Trudeau, complice de crimes contre l'humanité. Ça, c'était en 2021. Les complices, mini-web journal, les complices, Trudeau et Xi. Alors que Trudeau a sciemment autorisé le transfert, comme Anthony Fauci, là, sciemment autorisé le transfert de technologies militaires, biomédicales militaires du Canada vers la Chine, vers le programme de guerre biologique chinois qui a par la suite été utilisé contre les États-Unis pour destituer Donald Trump en 2020. Donc, j'ai fait 2 web-journaux là-dessus, mais je fais juste faire un petit 5 minutes pour rappeler ça aux gens. Et c'est pour ça, rappelez-vous, Trump, pour Trump, la vengeance est un plat qui se mange froid. Maintenant qu'il a été réélu, tu nous as planté des coups de couteau dans le dos, tu as essayé de nous déstabiliser, on a de la merde sur vous, vous avez transféré des technologies biomédicales militaires à notre concurrent principal. Ces technologies-là ont été utilisées contre nous. Qu'est-ce que vous pensez que les États-Unis vont faire? Et là, rappelez-vous cet article-là que j'avais montré ici. China was preparing for a third world war with biological weapons, including coronavirus, 6 years ago, according to dossier produced by the People's Liberation Army in 2015. Le département d'État américain a rendu public des documents de l'Armée de libération populaire de Chine en 2015 qui disait que la façon de gagner la Troisième Guerre mondiale, notamment contre les États-Unis, c'est en utilisant des technologies biologiques, des armes biologiques, des technologies biomilitaires. Ça, c'est en 2015. Et qu'est-ce que Trudeau fait? Il laisse au laboratoire de Winnipeg, au Canada, des agents chinois prendre la technologie canadienne puis envoyer ça directement à l'armée chinoise. Fired scientists at Winnipeg Lab worked closely and covertly with Chinese government. La scientifique, la chercheure qui a été renvoyée du laboratoire P4 de Winnipeg travaillait avec le gouvernement chinois, nous dit un rapport du SCRS, les services de renseignement canadiens. Elle avait même des brevets avec le gouvernement chinois, avec des officiers de l'armée populaire de Chine. Ici, ça c'est le Globe and Mail. Chinese Major General worked with fired scientists at Canada's top infectious disease lab. Un major général de l'armée chinoise travaillait avec la scientifique qui a été renvoyée du laboratoire de Wuhan. C'était une espionne chinoise. Et là, quand on a demandé à Trudeau les documents, il a utilisé tous les moyens possibles et imaginables pour ne pas rendre publics les documents, parce que ça impliquait son gouvernement, évidemment. Ici, Infectious Disease Scientist fired from Winnipeg Laboratory, Shang Kuo,
has been conducting research with Chinese military scientists and other researchers, including one institute. Donc, elle travaillait avec l'armée chinoise, etc. Et rappelez-vous, la sortie de Poilievre il y a 2 ans avec le rapport qui incrimine Trudeau. Justement, là-dessus, je vous montre rapidement. C'est un clip de 5 minutes. Je le mettrai au complet sur Telegram, mais juste les premières secondes pour rafraîchir la mémoire. But now we know that he cannot protect our people or our country. We just received these documents that Trudeau has been covering up for years. Documents related to a massive security breach at the Trudeau government's most sensitive laboratory, where the most dangerous viruses and pathogens are studied and handled. We have learned that the Trudeau government's head of pathogens was collaborating with members of Beijing's People's Liberation Army who are responsible for bioweapons and bioterrorism. We know now that Il y en a beaucoup. Il dit beaucoup de choses dans ce clip-là, mais il dit, bon, c'est ça, ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que la numéro 1 au niveau des pathogènes au laboratoire de Winnipeg travaillait directement avec l'armée chinoise, que Trudeau a essentiellement autorisé ça, puis quand il s'est fait attraper, il a essayé de couvrir l'histoire. Ça c'est ce qu'on appelle « levying war against the United States ». Ce même laboratoire de Wuhan qui a été utilisé selon la version officielle, on ne saura jamais, mais je veux dire... Encore une fois, il y a la parenthèse de l'entente Trump-Xi, mais au niveau des apparences, c'est Trump qui veut inviter Xi à son inauguration. Pensez, si Xi avait pas donné, le président chinois, là, si Xi n'avait pas aidé Trump durant la pandémie en lui donnant de l'information, il ne serait jamais invité à l'inauguration. Jamais. Okay? Alors, il y a comme une entente entre les deux que j'ai décrite. Mais on ne reviendra pas là-dessus. C'est-à-dire Trudeau est massivement coupable d'un acte de guerre contre les États-Unis, en particulier contre Donald Trump. Et demandez-vous après si c'est le genre de Donald Trump d'être doux ou d'être soft avec un tas d'immondices comme Trudeau qui s'est moqué de lui à plusieurs reprises, qui lui a planté des coups de couteau dans le dos. Et là, demandez-vous après ça pourquoi il y a une panique totale au sein du gouvernement canadien, etc., alors que les États-Unis seraient légalement justifiés de saisir des dizaines de milliards de dollars d'actifs canadiens aux États-Unis. Si vous suivez bien la logique, si vous regardez les lois ici, là, Office of Foreign Assets Control, Basic Information on Office of Foreign Assets Control and Sanctions. Je vous l'ai traduit avec Google ici. Bureau de contrôle des avoirs étrangers. Informations de base sur et les sanctions. Et là, ça nous dit, premier paragraphe, modifié le 21 août 2024. Tiens. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain applique des sanctions économiques et commerciales contre des juridictions et régimes étrangers ciblés, ainsi que contre des personnes et entités se livrant à des activités nuisibles telles que des terroristes, des trafiquants internationaux de stupéfiants, des proliférateurs d'armes de destruction massive et autres acteurs malveillants en réponse aux menaces pesant sur la sécurité nationale, la politique étrangère ou l'économie des États-Unis. Les sanctions de l'OFAC prennent diverses formes allant du blocage de biens de personnes et d'entités spécifiques à l'interdiction générale des transactions impliquant un pays entier, à l'interdiction des transactions générales impliquant un pays entier ou une région géographique, par exemple, par le biais d'un embargo commercial ou d'interdictions liées à des secteurs particuliers de l'économie d'un pays. Ça, des sanctions généralisées, le gel d'actifs de plein de compagnies canadiennes, du gouvernement canadien aux États-Unis, ça a le potentiel de faire aller Trudeau en panique aux États-Unis, se faire humilier par Donald Trump et après ça, d'envoyer 2 autres les plus hauts membres du cabinet y aller là-bas, ne rien obtenir parce qu'ils n'ont rien obtenu. No commitments from Trump team to drop tariff after melting. Ils n'ont rien obtenu. Ils se sont fait rentrer dedans. Trump peut saisir comme
je sais pas combien, je ne vais pas spéculer sur un chiffre, étant donné les avoirs commerciaux entre le Canada et les États-Unis, la guerre que Trudeau a autorisée en finançant, en autorisant le transfert de virus, en le sachant pertinemment bien qu'elle travaillait pour l'armée chinoise, là, et que ce soit utilisé contre Trump en n'ayant rien dit, alors que le Canada est censé être un allié, etc., en gardant ses frontières ouvertes. Rappelez-vous, le Canada, Trump voulait fermer les frontières, Trudeau gardait les frontières ouvertes avec, ils ont livré la guerre aux États-Unis, des levied war against the United States. C'est pas de la trahison, parce que la trahison, c'est interne, là, mais c'est un acte de guerre dont Trudeau est coupable, et c'est pour ça que ça panique comme ça. Des tarifs de 25... Puis là, ça, c'est logique. Un branle-bas de combat, comme on a vu, comme ça ici, là, pour sécuriser la frontière, alors que ça se règle rapidement. Puis tu t'en vas en élection, puis tu laisses Poilievre régler avec ça. Il s'arrangera, il sécurisera la frontière. Ça se règle rapidement. Mais pas ça. Ça se règle pas rapidement. Ça, c'est l'enfer. Ça, c'est la destruction. Ça, c'est d'un niveau... c'est un Armageddon économique. C'est pour ça que c'est Trudeau, puis après ça, c'est Joly, puis après ça, c'est Leblanc, puis après ça, c'est... Parce qu'ils sont potentiellement, eux, coupables de trahison pour avoir fait partie de ce gouvernement-là. Un gouvernement qui a tenté de faire la guerre aux États-Unis. Pas qui a tenté, là, qui a participé à un effort de guerre international contre les États-Unis et l'administration Trump. Ça a du sens. Toutes les affaires de Canada 51e État, etc., c'est comme... OK? Si ça lag, c'est parce que ils veulent nous couper. Voilà. C'était à 1h17. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Je pense que c'est un bon... On va terminer là-dessus. On a fait quand même un bon tour. On a couvert à peu près un siècle de mouvements révolutionnaires jusqu'à la COVID, la reprise de la démocratie et la mise à mort du gouvernement. Tell me about Fauci. You wrote this big fat book. I could only get through a little bit of it. Oups. Voilà. Donc, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. J'aurais dû dire en début de Web Journal, s'il vous plaît, appuyez Radio-Québec. Permettez-nous de rentrer dans la nouvelle année. Mais vous voyez comment je suis parti? Je suis parti sur les chapeaux de roue. Et j'étais comme super focusé. Là, j'étais comme... Et j'oublie toujours de dire en début de Web Journal que c'est important de nous appuyer, qu'on peut pas faire ce travail d'analyse et ces Web Journaux sans vous. Et donc, si vous pensez que le Web Journal de Radio-Québec que Radio-Québec en tant qu'organisation a vocation à continuer dans l'avenir, soutenez-nous. Puis là, je ne parle jamais aux gens qui le font déjà. Je parle toujours à ceux qui ne l'ont jamais fait ou qui l'ont fait il y a super longtemps. Pensez à nous une fois de temps en temps, c'est super, c'est essentiel et c'est super apprécié. On n'est pas comme les médias, on n'est pas comme la chaire UNESCO en conspirationniste, puis on reçoit notre financement d'institutions mondialistes et de trucs de gouvernement. On est entièrement dépendant de vous. Et c'est pour ça. Et le fait qu'on doive renouveler nos appels au financement à chaque fois, c'est ce qui fait en sorte aussi qu'on doit toujours être sur... essayer de produire les meilleurs web journaux, c'est-à-dire, c'est ça qui est fatigant aussi, puis qui finalement qui fait en sorte qu'on a comme, qu'on vieillit à vitesse grand V, mais c'est que on ne peut jamais rester assis sur nos lauriers. Chaque web journal doit tenir tout seul et doit être comme apprécié de la part du public. Il n'y a pas genre, voilà, c'est ça. Je ne vais pas... Mais vous comprenez le truc, c'est le paradoxe du sociofinancement. C'est essentiel, une voie d'avenir pour avoir toujours l'adhésion des gens, mais aussi c'est à peu près ce qu'il y a de plus fatigant et de plus insécurisant en termes de financement. Voilà. All right. Alors, c'est ça. On rappelle qu'il y a aussi Réseau Québec. Là, je suis sur Réseau Québec. C'est ce nouveau... La dernière fois que j'en avais parlé, les serveurs avaient crashé. Et là, ils ont reçu un petit peu des dons, mais ils ont besoin de plus de dons. C'est autonome et c'est ça, c'est Réseau Québec. Moi, je leur ai suggéré de faire ça plus comme francophonie. Et puis,
Mais c'est ça, il y a tous les gros comptes comme Réinfo Québec sont là-dessus, il y a Libre Média, il y a comme, tu sais, les gros influenceurs sont là. Et donc, moi, je vais faire mon tour une fois de temps en temps. Et donc, il y a ça, soutenez-les, réseau.qc, rzo.qc, je ne vais pas, rzo.qc.com. Et voilà, donc, text box overlay, rzo.qc.com. Et aussi sur Facebook. On est sur Facebook, on est rendu avec 3000 amis. Encore une fois, on salue les gens sur Facebook. Il y a comme plein de personnes qui ont fait des demandes d'amis, puis il faut comme les activer, les accepter une manuellement, parce qu'il y en a une sur 5 que c'est un faux compte, là, tu sais, que c'est genre gris-gris boubou, là, puis c'est comme juste des, des photos genre de lune. Et puis, fait que je veux pas, étant donné qu'on a un nombre d'amis maximal, je les regarde individuellement, fait que ça prend du temps. Soyez patients, on va y arriver. Beaucoup de gens qui me saluent dans Messenger. Je vois passer les saluts, mais je ne peux pas répondre à tout le monde. Et donc, on est comme. J'ai ouvert les commentaires sur Telegram et tout. Et donc, ça fait. Mais donc, c'est ça. Je parle de sociofinancement, mais je devrais donner évidemment mes comptes. Vous le savez, en tout cas, ceux que ça intéresse. Par la poste, casier postal, Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32. Par la poste, Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32017, Saint-André-Montréal-Québec, H2L, 4Y5. On devrait faire une chanson, ça serait plus facile à se remémorer. Il y a, évidemment, on laisse toujours dans les commentaires comment nous faire un don par carte, soit mensuel, soit unique. Faites attention, souvent les gens se trompent. Au lieu de faire un don unique, ils font un don mensuel, puis après ça, il faut aller annuler et tout. Et aussi par Bitcoin. Et virement Interac et par PayPal aussi. Tout ça, c'est sur la page, soutien, sociofinancement, etc. Donc, oui, par Bitcoin, puisque Trump se lance là-dedans, il y a un ministre du Bitcoin et tout, et donc il y a de l'avenir à ça, et c'est juste un petit peu plus compliqué pour notre comptabilité, mais ça va... je vais demander à mon comptable comment faire ça, et puis parce qu'on veut... on veut faire ça de façon correcte, c'est pas une façon de contourner ça. Tous les dons vont être évidemment rapportés. Voilà. Autre chose, est-ce qu'on a... non, hein, je pense qu'on est correct. Il y a des gens qui disent on va te faire ça, une chanson. Alexis Cossette-Trudel, CP 32017. OK. All right. Alors, on vous souhaite une super bonne année à tout le monde. Les meilleurs vœux, la santé en premier, puis après ça, la prospérité et la reprise de notre pouvoir démocratique. On souhaite, c'est ça, en 2025, il faut toujours souhaiter la santé et la prospérité, mais en tant que vœu particulier, c'est la récupération de notre pouvoir démocratique en réduisant notre fardeau fiscal, en réduisant le gouvernement, en réduisant les réglementations. Et on espère quelque chose sur la fraude électorale et ce genre de thématiques-là. Voilà. Si je parle trop de fraude électorale, ils vont me bannir sur Facebook. Et donc, il faut faire attention, mais on y reviendra le temps. Si on a quelque chose à dire là-dessus de cruncher, on fera un web journal qui ne sera pas sur Facebook. Allez! Salut la gang. Ciao. À dimanche prochain.